Je suis très surpris et déçu d'avoir lu dans les journaux français des articles sur le colloque après la déconstruction Reconstruire les sciences et la culture qui s'est tenu les 7 et 8 janvier à la Sorbonne. Les participants ont en effet formulé une critique grossière en faisant l'amalgame de la déconstruction, de l'intersectionnalité, des études postcoloniales et des études de genre, etc., sous le nom stigmatisant de wokisme américain. En tant qu'enseignant-chercheur de philosophie française à l'Université métropolitaine de Tokyo, à titre de traducteur japonais de Jacques Derrida, je regrette profondément cette forme brutale de discussion développée par des intellectuels français. Si nous comparons la France et le Japon, l'académisme français semble prendre plutôt du retard sur les études postcoloniales et les études de genre. Dans les années 1990, au Japon, la guerre froide terminée, les études postcoloniales se sont développées avec les études culturelles, en donnant de riches résultats dans le domaine de la littérature comparée ou sur les notions d'ethnicité et de nation. Nous avons eu une réflexion profonde sur l'héritage négatif laissé par l'Empire du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Le débat sur les femmes de réconfort et le massacre de Nanking, par exemple, s'est déroulé avec les chercheurs chinois et sud-coréens afin d'interroger la responsabilité du peuple japonais. Très tôt, les ouvrages d'Edward Said et de Gayatri Chakrabarti Spivak ont été traduits en japonais, offrant ainsi des perspectives théoriques aux études postcoloniales. Les cours et les séminaires ayant pour objet les études de féminisme et de genre ont rapidement augmenté dans les années 1990 au sein des universités japonaises, et plusieurs centres de recherche sur le genre ont été créés. Le féminisme français, tel qu'il est pensé par Hélène Cixous, Luce Iligalai, a été introduit depuis longtemps, et les livres de Judith Butler ont été traduits afin d'ouvrir de nouvelles perspectives théoriques. Les théories franco-américaines sur la sexualité ont contribué au développement de la pensée et du mouvement de libération des femmes au Japon. Ce progrès académique a pourtant provoqué une réaction sociale et politique. Dénégation de la responsabilité japonaise de la guerre et du colonialisme dans des pays asiatiques. Négationnisme sur les crimes de guerre commis par l'armée japonaise. Critique impitoyable contre les victimes chinoises et coréennes. Les études de guerre et l'éducation de Gender Free ne cessent d'être ainsi attaquées pour défendre l'ordre patriarcal enraciné dans la société japonaise. Lors du colloque à la Sorbonne, le philosophe Pierre-André Taguieff a affirmé « Le wokisme est la dernière version en date de la grande illusion communiste. » Ce type de cliché s'est régulièrement répété aussi au Japon dans le but d'attiser l'hostilité des citoyens contre le gauchisme. Afin d'exercer une pression publique sur les sciences humaines sociales, l'enseignement et la recherche dans ce domaine sont le plus souvent mis en difficulté au Japon comme d'autres pays. Ces 20 dernières années, face à la concurrence académique mondiale, des réformes du système universitaire ont été menées au nom de l'excellence, de la performance, de la productivité et de la gouvernance. Ainsi, en 2015, le ministre de l'Éducation a envoyé une lettre au président des 86 universités nationales pour leur demander de se débarrasser des départements de sciences humaines et sociales ou de les transformer afin qu'ils correspondent
mieux aux besoins de la société. Des réactions ont ensuite eu lieu contre la proposition du ministre qui a admis que sa lettre n'était pas opportune. En 2020, le Premier ministre a refusé de nommer 6 chercheurs pour le Conseil scientifique du Japon sans qu'il en ait suffisamment expliqué le motif. Il semblerait que ces 6 chercheurs en sciences humaines et sociales aient été exclus à cause de leur esprit critique contre le gouvernement actuel. Dans ce contexte, les études déconstructives, les études postcoloniales et les études de genre ont joué un rôle indispensable dans l'académisme japonais afin d'actualiser la recherche sur la science et la culture à l'ère de la mondialisation. Elles nous ont donné des moyens propres à analyser précisément la situation actuelle et à concevoir notre société future. À nos yeux, ce type d'études déconstructives vient de commencer et ne fait que commencer dans le monde académique français. D'emblée, nous pouvons trouver dans ce colloque une sorte d'alléluie à ces études. L'année dernière, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a déclaré mener une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Et ce colloque réactionnaire serait dans la continuité de cette déclaration scandaleuse. Selon cette pensée réactionnaire, l'intersectionnalité, c'est-à-dire une réflexion complexe sur la discrimination du racisme, du genre et de la classe, exacerberait un communautarisme extrême qui dégladerait le principe du républicanisme. Je suis navré de voir que votre pays, malgré son prestige intellectuel, sont effrayés par cette petite audace de la recherche. La décadence intellectuelle et la défaillance de la France envers ces études m'affligent profondément. Ce colloque criblé de reproches la pensée de la déconstruction avec un appel à déconstruire la déconstruction selon M. Blanquer. Un constat tout d'abord. La déconstruction constitue un dynamisme qui ne cesse de se déconstruire lui-même. Elle consiste à découvrir un point crucial par lequel toutes les structures commencent à fonctionner autrement, afin de montrer la possibilité d'une meilleure construction. Si M. Blanquer a parlé de déconstruire la déconstruction, et que le bien, le vrai, le beau doivent en permanence être repensés, il pourrait en vérité être amateur de Derrida. Contre les critiques répétées visant la pensée postmoderne de la déconstruction, même si cela sera vain, je me permets de rappeler ces principes fondamentaux. La déconstruction ne consiste pas à détruire la tradition de la métaphysique, mais à l'hériter et l'affirmer d'une autre façon. Elle ne vise pas à relativiser la vérité, mais à refonder la vérité exclusivement sur les textes et les réalités. Elle propose d'élaborer une nouvelle éthique à l'épreuve de l'hospitalité inconditionnelle à l'égard de l'étranger. Ce que la déconstruction essaie de montrer d'une manière constante, ce sont plutôt les difficultés à renoncer aisément à la vérité ou à l'éthique. Dans les années 1970, Derrida a pris la tête du groupe GREPH avec l'objectif de contester la réforme de l'enseignement de la philosophie menée par le ministre de l'Éducation nationale, René Haby. Derrida a dit que son texte bureaucratique pour une modernisation du système éducatif est aussi texte philosophique qu'il faut aussi expliquer comme tel.
Selon Derrida, l'ennemi non philosophique ne menace pas nécessairement une philosophie pure et simple. Il s'agit au contraire de dialoguer avec une autre philosophie qui partage un horizon commun. Dès lors que l'objectif de ce colloque était de proposer la reconstruction des horizons communs, nous aimerions bien réfléchir sur la possibilité d'un même horizon profitable. Pour la France, qui souffre de graves problèmes sociaux, le principe de l'universalisme républicain reste indispensable afin de préserver l'identité nationale. Pourtant, les sciences et la culture n'auront pas d'avenir si les conditions politiques sont à ce point dégradées. Pour terminer, je me permets d'évoquer l'essai de Derrida intitulé « L'université sans conditions » que j'ai traduit en japonais. Je cite Derrida. « Cette université exige et devrait se voir reconnaître en principe, outre ce qu'on appelle la liberté académique, une liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition, voire, plus encore, le droit de dire publiquement tout ce qu'exige une recherche, un savoir, une pensée de la vérité. » Je vous remercie.